Si les femmes du Québec d'aujourd'hui peuvent voter et être élues, si elles peuvent fréquenter l'université et avoir accès aux professions, c'est grâce à des femmes qui les ont précédées. Des femmes qui ont mené une lutte acharnée pour le droit d'exister ailleurs que dans leur foyer, où elles étaient confinées par une tradition tenace. Reine. Il faut remonter à la fin du 18e siècle pour saisir toute l'histoire du suffrage féminin au Québec. L'acte constitutionnel de 1791 donnait en effet le droit de vote à toute personne répondant à certains critères, basés surtout sur la propriété foncière. Au moment de l'établissement de l'acte constitutionnel, le législateur avait omis de préciser dans la loi qu'il fallait être du sexe masculin pour avoir le droit de vote. Et c'est ainsi que les femmes qui satisfaisaient aux conditions pour être électeurs, donc celles qui avaient de la fortune, qui avaient des biens immobiliers, avaient le droit de vote. La question du droit de vote des femmes, déjà à l'époque, était un peu controversée. On craignait déjà à cette époque-là que le vote des femmes annule le vote des hommes, fasse perdre des votes à un parti. Et c'était vu un peu mal vu comme une chose exceptionnelle et accidentale. Et c'est pourquoi, finalement, l'Assemblée du Canada uni a enlevé le droit de vote des femmes en 1849 en spécifiant qu'il fallait que ce soit un homme. Dans ce concept suffrage universel, les revendicateurs de l'époque ne pensaient qu'aux hommes. Et c'est lorsque les femmes ont senti qu'elles étaient exclues de l'universel qu'elles se sont mises à le réclamer. En fait, ce sont les Anglaises, les Françaises et les Américaines qui ont commencé à le réclamer autour de 1848. Au Canada français, la femme est essentiellement mère, épouse et ménagère, mais aussi gardienne de la langue, de la foi et des traditions à l'intérieur du foyer. Ce rôle est strictement défini par une Église qui pèse de tout son poids. Rien de semblable n'entrave les protestantes de langue anglaise, qui seront donc les premières à s'organiser au Québec pour revendiquer leurs droits. Elles fondent en 1893 le Local Council of Women, inspiré du libéralisme réformiste de l'époque. Quelques femmes de la bourgeoisie canadienne-française se joignent au mouvement, et parmi elles, Marie Lacoste, Gérin-Lajoie. Marie-Gérin Lajoie, née Lacoste, est une femme qui est profondément engagée à la fois dans l'action sociale et à la fois dans l'action politique. Qui se rattache beaucoup à un courant de féminisme social et qui débouche très rapidement sur un féminisme de droit, un féminisme politique. Elle se sait privilégiée et elle sait que ce privilège doit se payer par le service à la société. C'est comme ça qu'elle conçoit le rôle des femmes. Et c'est pour mieux servir la société qu'elle réclame des droits civils pour les femmes. Elle est autodidacte. Elle apprend le droit tout seul dans la bibliothèque de son père. Son père est Sir Alexandre Lacoste, le juge en chef du Québec à l'époque. Elle écrit des ouvrages en droit qui passent les inspections des meilleurs juristes à partir de ce qu'elle a appris toute seule. Au grand désespoir de Marie Gérin-Lajoie, elle écrivait un article « Le Québec est la risée de l'univers » parce que les femmes étaient considérées comme des incapables au même titre que les mineurs, les fous, les interdits. À l'étranger, les féministes font de plus en plus parler d'elles. En Angleterre surtout, elles se radicalisent. Le recours de celles qu'on appelle les suffragettes aux manifestations publiques et aux grèves de la faim choque la bourgeoisie et le clergé canadien-français. Marie Gérin-Lajoie sent que pour progresser au Québec, la cause des femmes doit prendre ses distances vis-à-vis du mouvement anglo-saxon. De plus en plus, la tension et les contradictions entre la volonté du clergé, les valeurs dominantes dans un milieu catholique et les valeurs véhiculées par le Conseil local des femmes de Montréal voulaient dire que la coexistence devenait de plus en plus difficile à supporter pour les francophones. Alors, Marie Gérin-Lajoie a regardé les possibilités de fonder une association des femmes francophones et catholiques, parce que la religion a peut-être joué le rôle dominant dans cette décision de fonder leur propre association en 1907. Il n'y avait pas de désaccord sur les objectifs comme tels, mais plutôt les moyens de les réaliser. Par exemple, le Conseil local de Montréal, dès 1909, épouse ouvertement la cause du suffrage des femmes et devient, plus on va vers la Première Guerre mondiale avec l'influence des suffragettes britanniques, plus le Conseil local et plus les groupements féminins deviennent de plus en plus engagés dans la lutte pour obtenir le droit de vote. Ce n'était pas permis
aux femmes catholiques de l'époque. Le clergé voyait ça d'un très mauvais œil. Et donc, toute participation qu'elles faisaient dans ces mouvements, c'était à titre individuel et devaient composer avec leur conscience et avec leur prêtre. L'Église a joué un rôle qui a été, à mon avis, déterminant par l'autorité qu'elle avait au Québec. Il fallait qu'elle protège la famille, la société de toutes les interventions nouvelles qui arrivaient suite à la guerre, par exemple, et qui allaient menacer la famille, l'autorité du père, parce que si le vote entre dans la maison, les discussions allaient s'en commencer et voir peut-être des chicanes de famille, et en même temps miner l'autorité du père si jamais la femme allait voter contre le mari. Alors, pour préserver l'identité nationale, il fallait préserver la position unique des femmes. La position unique des femmes dans cette culture était au sein du foyer, avec le Code civil, le mari chef de la communauté, le mari qui votait et la femme qui se dévouait au bien-être de la famille et surtout qui faisait beaucoup d'enfants. Et c'est dit textuellement, le rôle de la femme est d'être mère de foyer et de faire des enfants. Alors, on n'a pas besoin de droit de vote pour faire ça. L'Église continue de dicter ses règles à la société canadienne-française. Pendant que les jeunes femmes protestantes fréquentent l'Université McGill de Montréal, les études supérieures demeurent interdites aux Québécoises catholiques de langue française. Effectivement, l'accès aux études classiques leur était fermé et comme pour entrer à l'université, il fallait absolument, dans notre système, passer par le cours classique. Elles étaient à toutes fins utiles interdites de séjour à l'université. Et c'était l'outil que contrôlait, comme le système d'éducation est contrôlé essentiellement par le clergé, c'est véritablement l'outil qu'a le clergé pour contrôler des familles. On verra des femmes qui réussissent tant bien que mal à aller chercher des diplômes ailleurs ou aller chercher un diplôme à McGill et non pas de droit de pratique ou de la médecine ou des professions libérales qui leur resteront fermées jusque dans les années 40. Dans ce sens-là, c'est extrêmement, extrêmement difficile et de toute façon, pour des femmes, l'accès à des professions est utile ou valide dans la mesure où ces femmes-là ne se marieront pas. Parce qu'à partir du moment où elles se marient, elles n'ont aucune autonomie juridique. Donc, elles ne peuvent strictement pas pratiquer. Ce ne sont des êtres qui ne peuvent exister juridiquement que de par leur mari. On peut toujours attribuer à l'Église, au rôle de l'Église, le fait que les francophones avaient moins accès aux études que les anglophones. Oui, c'est absolument certain parce que, par exemple, les autorités de l'Université Laval empêchent les religieuses de Nicolette d'enseigner le latin. On leur dit, vous ne devez pas enseigner la trigonométrie. Il n'est pas question que vous enseigniez le grec. Mais il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Évidemment, les prêtres de l'époque écrivent des textes qui nous paraissent aujourd'hui bien comiques sur l'impossibilité pour le cerveau féminin de se pencher sur la trigonométrie ou le grec ou la philosophie, mais ce sont des choses que l'on disait couramment à cette époque-là. Les femmes se rendent compte que si elles veulent améliorer leurs conditions, elles doivent d'abord avoir des droits politiques. Grâce à la fusion des efforts de tous les groupes féminins, les Canadiennes obtiennent le droit de vote au niveau fédéral en 1918. Une à une, les provinces accordent aux femmes le droit de voter également au niveau provincial. Seul le Québec résiste. Les femmes se heurtent à la coalition des élites québécoises. Les Québécoises se sont dit, bien soyons logiques, si on vote au gouvernement fédéral, il faut voter au gouvernement provincial. Et c'est là le regroupement des forces anglophones et francophones dans le comité provincial pour le suffrage des femmes en 1922. Mais les plus actives étaient toujours des anglophones. Oui, oui. Et je pense qu'il faut noter que les Canadiennes françaises qui militaient dans ce groupe étaient passablement courageuses parce qu'elles s'attiraient évidemment la critique très, très acerbe des autorités religieuses. Vous dites que ce n'est pas que l'Église, mais qu'il y avait, si on veut, des complicités dans la société laïque. Ah, absolument. Si on pense à tout ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des élites intellectuelles, par exemple des journalistes, Henri Bourassa, rédacteur en chef du Devoir, était un de ceux qui était le plus farouchement et le plus peut-être habilement opposé au droit de vote des femmes et aux réformes du Code civil, puisqu'il y avait un assez large auditoire
l'histoire à cause de ses fonctions de journaliste. Donc, il exprimait librement sa pensée. Il continuait à articuler l'opposition, ce que j'appellerais clérico-nationaliste, à tout changement dans le statut traditionnel des femmes. Il est dur pour les femmes. Il est, pour lui, là, l'Église, c'est l'autorité suprême. L'homme, c'est l'autorité. Et la femme, c'est la soumission d'autorité. Il est très dur. Il est même parfois très violent. 1922 marque un point tournant dans la lutte des Québécoises pour le droit de vote. C'est l'année de la première marche des femmes sur le Parlement. Mais c'est aussi l'année où le clergé aura finalement raison des efforts de Marie Gérin-Lajoie, qui se retirera du combat. Alors, le clergé, attaché à cette vision, ne voyait aucune place pour le droit de vote des femmes et on a dit à Marie Gérin-Lajoie, non, vous devez abandonner, vous devez cesser de revendiquer le droit de vote des femmes. La tragédie de Marie Gérin-Lajoie, c'était que personnellement, c'était une femme très pratiquante. Alors, avec ça, à toute fin pratique, elle a cessé de revendiquer le droit de vote. Elle s'est concentrée ses efforts sur les réformes dans le Code civil, dont plusieurs ont eu lieu pendant sa vie. Et la torche est passée à des femmes francophones catholiques plus jeunes et qui, vraisemblablement, n'avaient pas les mêmes problèmes avec leur conscience qu'avait Marie Gérin-Lajoie et, en dépit de l'interdiction de l'Église, quand même, pouvaient militer pour le droit de vote. On pense, par exemple, à Thérèse Casgrain, on pense à Idola Saint-Jean. Idola Saint-Jean est une personne un peu plus énigmatique. D'abord, elle était célibataire et je pense que pour elle, cela lui a nui considérablement. Parce que les gens étaient prompts à dire que les femmes qui revendiquaient le droit de vote étaient des femmes qui n'aimaient pas la famille et les enfants. Et Mme Thérèse Casgrain pouvait se vanter de ses enfants et de son rôle d'épouse, etc., tandis qu'Idola Saint-Jean était célibataire. La victoire est lente à venir. Depuis 1922, le Comité provincial pour le suffrage féminin se réorganise. Il apprend à faire du lobby, à occuper les tribunes pour tenter d'obtenir qu'une loi soit adoptée à l'Assemblée. À partir de 1927, les suffragettes se rendent chaque année sur la colline parlementaire où un projet de loi est chaque fois déposé puis battu. Elles essuient les refus des gouvernements Taschereau puis Duplessis. Pendant tout ce temps, les parlementaires ne ménagent pas leur sarcasme à l'endroit de ces femmes qui osent prétendre à l'égalité des droits politiques. Thérèse Casgrain, dans tout cela, quel rôle a-t-elle joué? Je pense qu'elle a joué un rôle formidable. Elle a été vraiment l'élément catalyseur. C'est elle qui a maintenu Mordicus, qui ne s'est jamais découragée, qui, lorsqu'elle voyait que telle action ne faisait pas, disait « il faut essayer autre chose ». Elle essaye des émissions à la radio naissante, elle essaye une pétition au roi George VI nouvellement couronné, elle essaie les articles dans les journaux, elle essaie les conférences et finalement, elle aura la grande stratégie, c'est-à-dire de faire adopter par le programme du Parti libéral le vote des femmes au programme du parti. Thérèse Casgrain était assez près du Parti libéral et d'Adélaïde Godbout. Donc, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ça faisait partie de leur promesse électorale qu'ils ont remplie. À ce moment-là, bon, c'était la solidarité ministérielle. Alors, veut pas, les députés devaient accepter la décision. C'est l'Église qui s'est opposée et on sait que M. Godbout a utilisé la stratégie suivante. Il a vu le cardinal Villeneuve et il a dit j'ai promis, je dois donc tenir ma promesse. D'un autre côté, je ne veux pas vous déplaire, je ne veux pas désobéir à mon cardinal. Par conséquent, je vais démissionner comme premier ministre et nommer à ma place le ministre Télesphore Damien Bouchard. Et Télesphore Damien Bouchard était à ce moment-là un anticlérical notoire. Il était la bête noire de l'Église. Il réclamait la séparation de l'Église de l'État, l'école neutre. Il ramenait toutes sortes de choses qui semblaient horribles à l'Église. Alors, j'imagine que le cardinal Villeneuve a dû peser d'un côté un premier ministre anticlérical, de l'autre le vote des femmes. Il a dû juger que le vote des femmes, c'était moins dangereux.